J'ai invité aujourd'hui sur Xerfi Canal Philippe Marini, président de la Commission des finances du Sénat et qui vient de déposer une proposition de loi sur la fiscalité numérique dans le contexte actuel d'intenses réflexions politiques et techniques sur une taxation plus juste des géants anglo-saxons de l'Internet, experts en montage visant à réduire à sa portion congrue l'impôt dans notre pays. Et alors que Google et les éditeurs de presse ont fini par trouver un accord sur la rémunération du référencement des articles de presse. Bonjour Philippe Marini. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Xerfi. Alors je le disais, enfin trouver un accord, hache de guerre enterrée donc entre Google et les éditeurs de presse. On en a fait des gorges chaudes en quelque sorte, que ce serait exemplaire, gagnant-gagnant pour les deux parties. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ce n'est probablement pas un aboutissement. C'est un épisode au plus, peut-être un expédient. Oui. En tout cas, 60 millions d'euros, dont on ne connaît pas le statut et le cheminement, dont on ne sait pas si c'est une fois pour toutes ou si ça se répétera, alors que par ailleurs, le manque à gagner fiscal, issu des méthodes utilisées par le groupe Google, est bien un manque à gagner annuel. Donc, est-ce du charity business? Oui. Est-ce l'entrée dans des relations plus apaisées pour l'avenir? Je ne sais pas trop. En tout cas, j'étais vraiment très surpris que ceci nécessite la présence du président de la République lui-même pour signer d'égal à égal avec Eric Schmidt, président de la multinationale. Alors, Philippe Marini, est-ce que l'autre problème que ça pourrait poser, c'est que ça déléguerait en quelque sorte à Google les innovations numériques futures de la presse, puisque Google serait associé en quelque sorte, grâce à des conditions commerciales préférentielles, pour aider les éditeurs de presse à mieux monétiser leur audience. Et on sait que c'est le nerf de la guerre. Alors ça, est-ce que ça pose un problème, vous pensez, de dépendance vis-à-vis de Google? Ça peut être Google aujourd'hui, mais peut-être Yahoo, par exemple, demain, ou Apple, dont on sait qu'ils ont des conditions très dures, via iTunes pour les portails de presse. C'est un problème de dépendance et de concurrence. Or, je voudrais le souligner, dans l'Union européenne, qui s'est bâtie sur le grand marché, l'intégrité du marché, la régulation du marché, on voit se créer dans ce domaine de l'économie numérique les positions dominantes, les plus dominantes du monde. Et lorsqu'on compare la manière dont sont instruits par la Commission les dossiers d'aide publique et d'autre part la bienveillance dont a bénéficié jusqu'ici Google, mais c'est vrai également pour d'autres multinationales, on s'interroge un peu sur la dépendance des esprits à l'égard peut-être du lobbying le plus généreux de la planète. Alors vous avez vu en tout cas que la Stampa par exemple, et la presse étrangère était beaucoup plus réticente que la nôtre. La Stampa a parlé d'un Waterloo culturel pour la France effectivement, parce qu'avec ce fonds en quelque sorte on donnerait quitus une fois pour toutes à Google pour donc récupérer, référencer effectivement les articles français et donc faire de l'argent dessus. Alors, ce que je vois, c'est que le choix de cet accord isole la France, alors qu'il était possible et à mes yeux souhaitable de mener une action conjointe avec l'Allemagne, avec l'Italie, et je ne comprends pas pourquoi, au moment où il est nécessaire sur bien des sujets de faire corps avec l'Allemagne, en tout cas de ne pas décrocher, bien sûr. Je ne vois pas pourquoi les pouvoirs publics français n'ont pas soutenu davantage et adapté, pour ce qui nous concerne, la démarche allemande de création de droits voisins aux droits d'auteur. Ce serait beaucoup plus neutre, beaucoup plus transparent. Bon, ce serait aussi très difficile, paraît-il, à mettre en place, notamment l'expérience allemande, selon les dires français, ne serait pas simple. Alors, voilà il vaudrait mieux aller voir selon les dires allemands, parce que, bon, sincèrement, je crois que c'est un jugement trop rapide. Alors, voilà pour donc Google et l'accord sur la presse, le référencement donc, des articles par les moteurs de recherche
à commencer par celui de Google, bien évidemment. Alors, la question de la fiscalité des géants anglo-saxons de l'Internet, avant que nous n'abordions la proposition de loi que vous avez donc déposée au Sénat. Alors, faut-il rappeler effectivement les chiffres que tout le monde connaît aujourd'hui, les 50 milliards d'euros, toujours de Google par exemple, de dollars, pardon, de chiffre d'affaires, 10 milliards de bénéfices et seulement 5 millions, je crois, qui ont été versés dans notre pays au titre de l'impôt. Alors, que pensez-vous tout d'abord du rapport Collin et Collin? Là aussi, tout le monde a trouvé que c'était une idée assez intéressante, mais pas facile à mettre en place, rappelons-le, d'asseoir la fiscalité d'Internet sur la collecte des données personnelles par donc les pure players. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, l'analyse de Pierre Collin et de Nicolas Collin est une analyse très éclairante, et en particulier sur l'évolution de la politique américaine, l'évolution de la situation aux États-Unis. Ils expliquent de manière très lumineuse l'évolution des esprits, l'évolution législative, et ils nous annoncent les évolutions à venir, et nous en dépendons pour une bonne part. Par exemple, ils expliquent pourquoi les États américains, les États fédérés, se dotent les uns après les autres de la sales tax, qui est un impôt sur le commerce électronique. Ceci doit nous interpeller. Et par ailleurs, ils nous réexpliquent comment sont nés les régimes fiscaux destinés à favoriser les exportations américaines et le développement des multinationales à base américaine dans le monde, en permettant qu'elles établissent leurs centres financiers dans des États défiscalisés, les fameuses îles des Caraïbes. Donc ça, c'est la partie que je trouve vraiment très éclairante, et mon commentaire n'est pas exhaustif. Maintenant, alors, sur la collecte des données personnelles, visiblement, vous êtes plus réticent, moins favorable. Non, je ne suis pas nécessairement réticent sur l'idée. Je dis qu'il eût sans doute été préférable, sauf à se borner à faire un propos brillant dans un colloque, de prendre un mois de plus pour accoucher d'un texte. Parce qu'en matière fiscale, les idées c'est bien, les textes c'est mieux, et chacun sait que pour faire tourner une proposition de fiscalité concernant ce secteur de l'économie, il y a beaucoup d'embûches à éviter. Je ne suis toujours pas certain que cette idée rencontre une faisabilité incontestable. Alors, justement, effectivement, l'usine à gaz que ça pourrait être, dénoncé par certains, et puis l'aspect moral, en quelque sorte, qui serait contenu dans les propositions du rapport Collin et Collin, parce qu'il vise une modulation de la taxation, donc, sur les collectes, sur la collecte des données, en fonction de la transparence et du respect de la protection de la vie privée. Là aussi, qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous semble souhaitable ou ça vise à côté? C'est intelligent, voire très intellectuel, et donc très français, alors, si je comprends bien. Difficile à appliquer. On a trouvé, en effet, deux personnalités brillantes, les meilleurs esprits du Conseil d'État et de l'Inspection générale des finances pour faire une telle proposition très originale, en effet. Bon, si je comprends bien, entre les lignes qui, là encore une fois, n'emportent pas votre enthousiasme le plus fort. Vous savez, j'ai déjà vu tellement d'épisodes de cette histoire fiscale que je suis, par principe, méfiant vis-à-vis de très belles idées qui ne sont pas encore couchées sur le papier, dont la faisabilité n'a pas été vérifiée. Alors, en même temps, Philippe Marini, et ça c'est intéressant, cette idée donc de s'asseoir sur la collecte des données, c'est qu'aujourd'hui, les banques collectent évidemment des données, les opérateurs télécoms, la grande distribution sont aussi assis sur des tonneaux d'or numériques, en quelque sorte. Est-ce que ça préfigure une future taxation aussi de ces secteurs? Finalement, il n'y a pas que les pure players. Je n'en suis pas certain, mais le raisonnement qui consiste à mettre en avant la contribution d'un nombre quasi infini d'internautes à la valorisation des fonds de commerce des sites, des plateformes, des sociétés du web, oui, c'est une approche vraiment très intéressante. Et dont il faudra tenir compte à l'avenir toujours plus.
Oui, car ces internautes qui ont le sentiment d'accéder à un bien collectif, c'est le principe de l'accès gratuit, en réalité se déploient entre des sociétés commerciales et participent eux-mêmes, par leur choix, à leur valorisation. Il y a une sorte de transformation, d'aucuns auraient dit autrefois une aliénation. Il suffit d'en être conscient. Et peut-être qu'un peu de fiscalité en rendrait conscient. Encore un peu plus conscient, si je comprends bien. Alors, Philippe Marini, venons-en à votre proposition. Donc, alors, 3 articles courts. Vous prévoyez notamment la création d'un chapitre intitulé « Fiscalité numérique dans le Code général des impôts » pour en quelque sorte officialiser, faire rentrer dans le décorum du Code général des impôts cette fiscalité numérique qui donc n'existait pas. Alors surtout, vous proposez une taxe sur la publicité sur Internet. Ça voudrait dire quoi? Qui paierait? Les régies de publicité, au-delà d'un... Pas les annonceurs. Les régies de publicité, au-delà d'un seuil de chiffre d'affaires et où que se trouve leur lieu d'établissement. Et est-ce que ce serait facile à mettre en place? Certains estiment que d'ores et déjà, les régies à l'étranger, notamment aux États-Unis, ne seraient pas faciles à toucher, que les annonceurs pourraient passer par elles plutôt que par les régies en France. Oui, il y a toujours des difficultés dans ce type de sujet. Cela ne doit pas empêcher de les aborder. Mais il existe un précédent dont on peut se servir. Lequel? C'est celui des jeux en ligne. Oui. Puisque les sites qui étaient illégaux ont eu la possibilité, tout en restant à l'étranger, et sous un régime de déclaration et de représentation fiscale en France, ont eu la possibilité donc de revenir dans la légalité, ce qui a été bon pour leur activité et bon pour les recettes fiscales. Alors, dernier aspect, dernier volet, qui là aussi, comment dirais-je, dont vous êtes l'avocat depuis de très nombreuses années et que vous remettez sur le tapis après donc une première tentative, vous voulez, à travers votre proposition, mettre en place une taxe sur les services de commerce électronique, sur donc en quelque sorte sur le chiffre d'affaires des sites, équivalente à la taxe sur les surfaces commerciales qui existent dans le commerce dur. Est-ce que ça veut dire que ça concernerait aussi, et ça c'est assez critiqué, les sites français, et pas seulement les pure players? On ne peut pas faire une loi fiscale sans contribuable, ça n'existe pas. Alors je sais bien que c'est les mois des cris d'orfraie chez les boutiquiers de l'Internet, ça c'est clair. Bon, la FEVAD par exemple. Mais j'allais dire c'est fait pour ça, parce qu'il n'y a aucune espèce de raison qu'on regarde s'envoler la part de marché du commerce électronique et qu'on continue à ne taxer que le commerce physique. Je veux dire, c'est une perte de recettes, une perte d'assiette, une perte de substance, notamment pour les collectivités territoriales. Oui, mais les sites commerciaux français payent déjà la TVA et en plus, ils sont de plus en plus adhérents ou partie intégrante de la stratégie des commerçants en dur des chaînes. Est-ce que ça veut dire, et c'est ce que dit la FEVAD, c'est ce que disent les professionnels du commerce, qu'en quelque sorte, ils seraient taxés 2 fois sur leur commerce physique, où ils sont déjà très très taxés et réclament plutôt des baisses de charges, ce qui dans le contexte actuel, évidemment, paraît totalement inenvisageable, et qu'en plus, ils seraient taxés sur leurs nouvelles activités sur Internet. Qu'est-ce que vous répondez à ça? La TVA est une chose et la TASCOM en est une autre. La TASCOM existe, elle serait déductible du nouvel impôt pour éviter un double cliquet en quelque sorte. Bien entendu. Et donc, je crois que c'est une attitude respectable, mais par définition corporatiste ou corporative que développe la FEVAD. Ils le savent très bien. Bon, c'est assez naturel, puisque cette fédération est faite pour ça. Mais ils mettent aussi en avant, Philippe Marini, que la progression du commerce électronique va commencer à ralentir en quelque sorte dans son rythme, et puis que d'une part, les sites ne sont toujours pas rentables, une grande majorité d'entre eux ne sont toujours pas rentables, et puis, et je reviens à ma question sur le commerce physique, il y a de moins en moins de pure players et qui sont de plus en plus associés au commerce physique. Bien sûr. Donc, raison de plus, puisque c'est une évasion fiscale organisée, ou plus exactement, une perte d'assiette fiscale qui continuera inéluctablement à se produire. Raison de plus
Bon, parce que si le rendement n'est plus au rendez-vous du côté des impôts classiques, il faudra bien qu'il soit remplacé par autre chose. Dans ce jeu de bonneteau infini de la réforme fiscale qui ne se fait jamais. Donc, je pense que l'essor d'une activité économique, pour redevenir plus sérieux, est indissociable d'une stratégie fiscale à son égard. On ne peut pas avoir des impôts issus de l'ancienne économie et voir, ce qui est une excellente chose, se développer de plus en plus la nouvelle économie. Alors, le gouvernement ne cache pas que votre proposition aura du mal à aller plus loin et à retenir donc cette idée de cette taxe directe donc sur l'activité électronique. Qu'est-ce qui pourrait quand même avoir de l'intérêt? Est-ce qu'il y a d'autres pistes qui pourraient être envisagées, de taxer par exemple l'usage de la bande passante, hein? On a vu le bras de fer entre Free et Google par exemple, là encore. La taxe au clic, est-ce que tout ça c'est envisageable? En tout cas, il y a une troisième chose dans ma proposition de loi, ouais, qui est la taxation des vidéogrammes à distance. Oui. Et là, donc, on rejoint quelque part oui, la bande passante. Oui. C'est un sujet qui va devenir de plus en plus stratégique. Bien sûr. Car c'est le contournement des chaînes de télévision classiques. Je veux dire, c'est monsieur Amazon ou madame Amazon qui, se jouant du droit de l'audiovisuel, va communiquer directement ces images. Et ceci soulève toute une série de problèmes. Et d'ailleurs, c'est sur cet aspect des choses qui est peut-être le plus novateur dans ma proposition de loi que Mme Pellerin a été la plus positive. Bon, pour le reste, elle s'est abritée derrière les positions corporatives bien connues. Bon, alors, pour revenir donc à Google, Amazon, Facebook, j'en oublie bien évidemment, la bande de GAFA, hein, vous vous souvenez, le jeu de mots assez original sur donc, c'est cette extension, hein, cette expansion également des pure players dans notre pays qui donc génèrent énormément de chiffre d'affaires. Hein, on parle de plus d'1 milliard par exemple pour Google et seulement une centaine de millions d'euros déclarés de chiffre d'affaires à travers un certain nombre de montages fiscaux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut agir au niveau de l'Europe? Déjà, sur la TVA, il semble qu'on ait avancé et que ce sera désormais la TVA de l'État consommateur qui sera actionnée. Ça, c'est une bonne chose. Oui, mais concrètement, la différence ne sera dans nos caisses qu'en 2019. Qu'au 1er janvier 2019, ce qui est très loin, puisque le manque à gagner annuel est de l'ordre du milliard d'euros. Pour autant qu'on le sache, parce que ces flux ne sont pas correctement recensés, n'est-ce pas? Et ma démarche fiscale, au niveau de la proposition de loi nationale, a pour intérêt de mieux comprendre les flux. Un impôt déclaratif, c'est un impôt qui permet de mieux connaître le secteur et ses enjeux économiques. S'agissant de la TVA, oui, en effet, c'est... en termes budgétaires, l'enjeu principal. Sur des prestations immatérielles. Et c'est ça qui est d'autant plus dur à quantifier, nous sommes bien d'accord. Hein. Oui, mais ça se valorise puisqu'il y a des factures. Vous achetez quelque chose sur Amazon, vous envoyez une facture qui est faite à Luxembourg. N'est-ce pas? C'est marqué Luxembourg et c'est la TVA au taux luxembourgeois. Donc là, on a déjà une fiction. On a déjà une vraie amélioration, ça va être de manière graduelle, oui, mais en 2019, normalement, on arrivera sur le taux français. Je ne comprends toujours pas pourquoi la France ne s'est pas jointe à l'Allemagne et à la Grande-Bretagne pour demander une anticipation du calendrier. On peut toujours demander, on peut faire preuve de volonté, ne pas être toujours couché devant ce secteur économique, vous comprenez. Ce serait l'intérêt de tous, mais c'est curieux, ça fait peur. Alors ça fait peur, il y a aussi l'harmonisation de l'IS, et ça fait peur à certains, que l'on parle de l'Irlande ou de Chypre. Hein. J'ai vu d'ailleurs que vous avez déclaré que si Chypre voulait avoir son plan de sauvetage européen, il faudrait peut-être qu'ils songent à augmenter leur IS, qui est aujourd'hui le plus bas de la zone euro, à 10%. Alors, c'est là aussi un sujet qui fâche, mais on a l'impression que les esprits progressent et qu'on va peut-être abandonner la sacro-sainte règle de l'établissement fiscal, de la base
à partir d'un siège social et d'aller plus dans une logique de cycle commercial, ce qui permettrait de démontrer l'activité, donc, par exemple, de Google en France. Oui, tout à fait. Comme vous le savez, ceci procède d'une réflexion internationale, et nous sommes ici au niveau global. Ce n'est pas le niveau national, pas le niveau européen, c'est le niveau global. Nous sommes donc au début d'un cycle de réflexion confié par une réunion ministérielle du G20 à l'OCDE, au Centre d'études des politiques fiscales de l'OCDE, pour déboucher sur des propositions, sur un plan d'action. Et il semble qu'il y ait une conjonction de volonté au niveau international. Mais ce sera très très long, parce qu'il faudra réviser une multitude de conventions fiscales. Cela passe par l'évolution des concepts sur lesquels s'appuient les conventions fiscales internationales, qui sont aujourd'hui des conventions bilatérales. La question est de savoir s'il est possible, à quelles conditions, dans quel délai, de transformer ces conventions bilatérales en conventions multilatérales. Mais là, vous êtes optimiste, vous pensez que ce ne sera plus jamais comme avant, en quelque sorte, et qu'on sortira, c'est ce que je disais, de ce concept du siège social physique, en quelque sorte. Et l'économie numérique n'est qu'un exemple, un secteur dans une problématique qui elle-même est beaucoup plus globale. Là, ce dont je parle à présent, c'est tout secteur, tout multinational. C'est l'optimisation fiscale. C'est la question de la territorialisation des bénéfices, du rattachement d'une part des profits, selon quels critères, à un territoire national. C'est donc quelque chose d'absolument essentiel et stratégique. Beaucoup d'États se rendent compte que l'optimisation a été trop loin, et cette réflexion existe notamment aux États-Unis, ce qu'indiquent dans leur rapport messieurs Collin et Collin, dont je parlais tout à l'heure, vous voyez. Mais par ailleurs, la Chine dit que les succursales ou filiales sur son territoire payent trop de redevances à l'étranger, n'est-ce pas ? Que les transferts de technologie, puisque les questions technologiques sont liées aux questions économiques par ce biais fiscal, que les transferts de technologie se traduisent par des redevances extrêmement lourdes, et que la part des profits que le fisc chinois est susceptible d'appréhender est beaucoup trop faible. Alors, on va conclure effectivement sur cette optimisation. On se souvient il y a eu quand même, ça a fait du bruit, hein, vous vous souvenez, les chiffres sur, en quelque sorte, l'argent du CAC 40 qui n'est pas payé parce que par de multiples procédés, que ce soit Arcelor et son siège à Amsterdam, ou avec la problématique des prix de transfert, on arrive effectivement à minorer très fortement son bénéfice. Est-ce qu'aujourd'hui, on a fait des choses suffisantes? Est-ce qu'il faut compléter encore l'arsenal? On a quand même beaucoup durci la législation sur les prix de transfert, par exemple, où il y avait de très forts abus. La fraude à la TVA, on essaye aussi de la combattre durement dans notre pays. Est-ce qu'aujourd'hui l'arsenal est à peu près complet? Est-ce qu'on sera plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, on change d'époque là aussi concernant l'optimisation? Le fisc français a un outil extrêmement puissant et qui ne date pas d'hier, c'est l'abus de droit. Alors, il est à l'œuvre dans un certain nombre de contrôles actuels concernant les multinationales de l'Internet, mais encore une fois, ce n'est qu'un exemple. Il permet, vous le savez, de restituer la réalité économique d'une opération au-delà des apparences juridiques. Et c'est un outil qui est perfectionné en France, je peux vous en donner l'assurance, beaucoup plus que dans d'autres pays européens. Mais est-ce qu'on n'aura pas toujours un train de retard? Parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation et le progrès technique, on pourra toujours trouver la parade en quelque sorte. Les grands groupes pourront trouver la parade. Il faut trouver des solutions conceptuelles au niveau global. C'est le mouvement qui est en cours entre l'OCDE et, espérons-le, le G20. Il y a une fenêtre entrouverte. Elle peut se refermer l'été prochain, comme elle peut s'ouvrir et aboutir à une nouvelle normalisation fiscale internationale. Les conditions objectives pourraient être réunies pour cette nouvelle donne. Donc, je disais, convention multilatérale, les principaux États, y compris les grands émergents, Russie, Afrique du Sud, Inde, Brésil, Argentine, se solidarisent avec les principaux États du monde développé
pour créer une matrice à laquelle adhèrent les différents autres États. Bon, une fenêtre ouverte, si je vous comprends bien, entrouverte. À l'espagnolette, pour le moment. À l'espagnolette, voire ouverte un jour avec donc l'air frais, si je comprends bien, de la justice fiscale et de la justice économique. Merci d'avoir été mon invité, Philippe Marini, pour donc décrypter sur ce qui se passe actuellement concernant donc la fiscalité sur Internet. Merci à vous.